pas du tout juriste, mais on pourrait dire qu'une question qui est intéressante pour les juristes, c'est dans quel cadre est-il permis de tuer? Vous voyez, par exemple, selon les pays, les époques, si vous faites la guerre, comme actuellement dans un pays, vous avez le droit de tuer, c'est autorisé par la loi. Après, il y a des circonstances, par exemple légitime défense, où vous pouvez être autorisé, entre guillemets, à tuer quelqu'un dans ce cadre-là, dans une circonstance un peu précise. Après, vous avez le suicide. Donc, en gros, là, c'est vous-même que vous tuez, où il n'y a pas de sanction contre le suicide dans nos sociétés actuelles. Et donc, c'est dans un ouvrage qui a été publié en première édition en 1920, deux universitaires allemands, un professeur de droit et un professeur de psychiatrie, se posent justement cette question. La destruction de la vie humaine, non sanctionnée par la loi, c'est-à-dire non punie par la loi, en dehors du droit à la légitime défense, doit-elle rester limitée au suicide, comme dans le droit actuel, ou doit-elle être étendue par une loi à l'élimination d'autres êtres humains, et dans quelle mesure? En somme, dans quel cas peut-on tuer d'autres humains sans que cela soit contraire à la loi? Et faut-il étendre la zone légale où il est autorisé par la loi? Ils se posent la question car ils estiment que certaines vies ne méritent pas d'être vécues et qu'il faudrait autoriser leur terminaison, ce qu'ils appellent aide à la mort, en allemand Sterbehilfe, ou suppression des vies indignes d'être vécues. Ils n'apprécient pas, disent-ils dans leur livre, le vilain nom d'euthanasie qui est apparu dans la littérature récente. Donc ils préfèrent ces deux autres termes. Leur ouvrage s'intitule, d'ailleurs, « L'autorisation de la suppression indigne d'être vécue ». Et il a été réédité donc, une deuxième fois en 1922. Donc il y a tout juste un siècle. Donc voilà le livre dans sa deuxième édition de 1922. Ça, c'est le professeur Hoche, qui était donc titulaire de la chaire de psychiatrie et directeur de la clinique de psychiatrie et neurologie de l'université de Fribourg, de 1902 à 1934, et Karl Binding, qui était, lui, un professeur de droit à la retraite, qui avait atteint les plus hautes fonctions possibles dans son domaine. Donc deux hommes bien installés dans leur carrière académique. Le terme Lebensunwertes Leben est difficile à traduire. On peut le traduire de multiples façons. Et s'il y a un spécialiste de la langue allemande dans la salle, peut-être une meilleure idée que moi, on peut le traduire par existence ne valant pas la peine d'être vécue, ou vie indigne d'être vécue, ou vie aux existences sans valeur. Wert, c'est la valeur. Donc, Unwerte, c'est la non-valeur. Et donc, il se pose la question, y a-t-il des vies humaines qui ont perdu à un point tel les qualités fondamentales d'une vie humaine que la continuation de leur existence a perdu toute valeur pour ces porteurs de vie et pour la société? Et leur réponse est oui. Il y a des vivants dont la mort serait une libération aussi bien pour eux-mêmes que pour la société et l'État. La libération d'un fardeau. Continuer à porter ce fardeau, hormis d'être un modèle du plus grand désintéressement, n'apporte pas le plus petit avantage. Il y a des vies humaines dont la préservation a définitivement perdu tout intérêt raisonnable. Donc ça pose la question de la justice, qui est alors confrontée à la question fatidique de savoir si elle a pour mission de favoriser activement la prolongation de ces vies ou, sous certaines conditions, d'autoriser leur élimination. Et ils disent qu'on peut aussi se poser la question en termes de législation. Si la continuation de telles vies mérite d'être privilégiée comme preuve du caractère inattaquable de la vie, ou si permettre leur suppression, qui libère tous les intéressés, apparaît comme un moindre mal. Binding et Hoche, donc, qui sont les noms des deux universitaires, Binding le professeur de droit et Hoche le professeur de psychiatrie, veulent en fait modifier la législation allemande, puisque aussi bien toute forme de terminaison de vie, à l'époque, qui sortait du cadre très précis qu'on a vu tout à l'heure, était sanctionnée par la loi, en tant qu'homicide. Donc ils veulent modifier la législation pour autoriser une mort médicalement assistée. Ils s'intéressent principalement à deux catégories de vie qui ne valent plus d'être vécues, pour reprendre leur terminologie. D'une part, les malades incurables ou blessés
ne pouvant être soignés et condamnés à mourir, qui en toute conscience réclament leur propre mort, ou dont on abrège les souffrances pour leur éviter une agonie atroce. Donc là, c'est les personnes elles-mêmes qui réclament. Donc c'est un petit peu, on va dire, l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui, dans nos pays actuels, l'euthanasie. Et ceux qui qualifient de morts mentaux, dont la prolongation de la vie n'a de valeur ni pour la société ni pour eux-mêmes, et qui regroupent les handicapés mentaux graves, certains malades psychiatriques et les personnes à un stade avancé de maladies dégénératives du cerveau. Ce sont des personnes qui n'ont jamais été ou ne sont plus en mesure de décider pour elles-mêmes. Ils sont sous tutelle et ce sont donc des tiers qui décident à leur place. Donc dans le premier cas, c'est les personnes elles-mêmes qui demandent. Dans le deuxième cas, c'est des tiers qui demandent pour eux. Donc la terminologie, vous voyez, ça compte aussi. Aujourd'hui, par exemple, on n'utilise plus le terme idiot dans le langage médical, ou imbécile. Et en fait, si vous étiez en 1900, les termes idiots et les termes d'imbécile étaient des termes qui étaient utilisés dans la médecine et en psychiatrie pour désigner certaines catégories de handicaps mentaux. Et les idiots, c'était ceux qui étaient considérés comme les handicapés mentaux les plus sévères. Le deuxième groupe est constitué des imbéciles incurables, qu'ils soient nés ainsi ou comme donc, une autre maladie qui a disparu aujourd'hui, mais qui à l'époque jouait un rôle très important, c'était la syphilis. Donc, vous avez certainement entendu parler parce qu'il y a un certain nombre de célébrités, dont Nietzsche, etc., qui ont attrapé la syphilis. Et ça a dégradé le système nerveux jusqu'à la mort, en passant par une paralysie. Donc c'est pour ça qu'ils appelaient ça la paralysie générale progressive. Donc, et ça détruisait le cerveau également. Donc, comme le paralytique au dernier stade de leur maladie, ou qu'ils le soient devenus. Ils n'ont ni la volonté de vivre, ni de mourir. Il n'y a donc pas de consentement significatif à leur suppression de leur part. Leur vie est absolument inutile, mais ils ne la trouvent pas insupportable. Ils sont un fardeau terriblement lourd pour leurs proches ainsi que pour la société. Leur mort ne laisse pas le moindre vide, sauf peut-être dans les sentiments de la mère ou de la fidèle infirmière. Parce qu'ils exigent beaucoup de soins, ils donnent naissance à un métier qui consiste à entretenir une vie absolument indigne d'être vécue pendant des années et des décennies. Alors, qu'est-ce qu'ils proposaient comme procédure pour ce type de terminaison de vie? Donc ils appellent, eux, soit l'aide à la mort, pour la première catégorie, soit la suppression des existences ne valant pas la peine d'être vécue pour la deuxième catégorie. Donc eux considèrent que ça doit être médicalisé, donc réalisé par des médecins, et encadré par la loi. La demande devrait être faite, de leur point de vue, par la personne concernée ou par un tiers. Donc par exemple, ça peut être un proche, un membre de la famille, ou la famille, le tuteur, ou l'institution, si par exemple ce sont des personnes qui sont dans des institutions, et c'est le directeur de l'institution qui est le tuteur pour la personne. Toutefois, cette demande doit faire l'objet d'un examen, notamment quand elle vient de la famille, car les deux auteurs se méfient. La haine peut aussi prendre le masque de la pitié. Voilà. Condition, soit la personne est atteinte d'une maladie mortelle et incurable, soit d'un handicap mental grave et définitif. La décision serait prise par une sorte de tribunal composé de médecins et de juristes. Un médecin pour les maladies corporelles, un psychiatre pour les pathologies neuropsychiatriques et un juriste qui veille au respect du droit. Les médecins s'assurent du caractère incurable de la maladie et le juriste qu'il n'y a pas de doute sur la nature de la demande. Et que ça ne serve pas à récupérer un héritage en éliminant quelqu'un de la famille. L'acte doit être confié à un médecin qui va mettre fin à la vie du patient en faisant une injection de morphine. Et le patient, au moins en tout cas pour la première catégorie, a la liberté jusqu'au bout de changer d'avis. Donc le patient qui a déclaré son consentement de la manière la plus solennelle peut bien entendu le retirer à tout moment. Alors, ceux qui sont visés dans cet ouvrage de Binding et Hoche sont principalement, en dehors du
du droit à la mort, qui revient à une sorte de suicide médicalement assisté pour les malades atteints de maladies mortelles incurables, ce sont principalement les handicapés mentaux. Ce qui est nouveau, alors que le suicide médicalement assisté n'est pas une innovation de Binding et Hoche. C'est quelque chose qui existait déjà, qui avait été déjà lancé comme sujet depuis la fin du XIXe siècle en Allemagne. Ce qui est nouveau chez eux, c'est de vouloir, entre guillemets, s'attaquer à cette population des handicapés mentaux. Et dans leur perspective, dans leur livre, ils ne s'attaquent qu'aux handicapés mentaux, ils ne veulent pas faire quoi que ce soit aux handicapés physiques. Et ils disent, même dans les périodes de misère que nous traversons, parce que l'Allemagne a connu 2 crises majeures après la Première Guerre mondiale, entre 1918 et 1933, année de l'accès des nazis au pouvoir. Donc même dans les périodes de misère que nous traversons, nous ne cesserons jamais de soigner les personnes atteintes de handicap physique et de maladies, tant qu'ils ne sont pas mentalement morts. Mais nous pourrions un jour mûrir dans l'idée que se débarrasser de ceux qui sont totalement morts sur le plan mental n'est pas un crime, un acte immoral ou un acte de brutalité émotionnelle, mais un acte légitime et utile. Donc ça pose la question, qui, dans cette perspective, est mentalement mort? Donc pour eux, il y a 2 critères, des critères externes et des critères internes. C'est qu'ils désignent les handicapés mentaux comme des corps étrangers dans la société humaine. Ils sont incapables de produire quoi que ce soit, sont réduits à un état d'impuissance totale avec le besoin d'être en permanence pris en charge par des tiers pour survivre. Et des critères internes, les morts spirituels, je cite, se situent à un niveau intellectuel que nous ne trouverons qu'au plus bas de la hiérarchie animale. Outre leur absence de maîtrise de l'environnement, ils sont incapables de prendre conscience de leur propre personne, d'avoir une pensée réflexive, de construire une représentation du monde et d'établir des relations construites avec autrui. En somme, ils auraient perdu tout ce qui caractérise l'être humain. Donc c'est Hoche, le psychiatre, qui se charge de la justification. Donc le livre a été écrit à 4 mains, si je puis dire, avec la première partie qui a été écrite par le juriste, la deuxième partie par le psychiatre. Et c'est donc le psychiatre Hoche qui se charge de la justification médicale. Et il établit un catalogue des êtres qu'il qualifie de mentalement morts. Donc ce sont d'une part ceux qui sont atteints de maladies neurologiques dégénératives, irréversibles, comme par exemple la démence sénile, la paralysie générale progressive des syphilitiques, l'artériosclérose, Alzheimer sévère, etc. Mais aussi les schizophrènes permanents en état d'hébétude. Et d'autre part, les morts mentaux congénitaux. Donc, par exemple, des enfants qui sont nés avec une malformation cérébrale congénitale, ou une atteinte du cerveau pendant la période fœtale, ou au moment de la naissance, un accident, ou par exemple des maladies infantiles qui ont atteint le cerveau, etc. Donc, ou un accident. Ils n'ont jamais eu de rapports mentaux dignes d'un humain avec leur environnement selon Hoche. Et de leur point de vue, les handicapés mentaux sont un fardeau financier pour la collectivité. Les idiots complets, le terme en allemand c'est Vollidioten, constituent une lourde charge pour la collectivité. Ils vivent en moyenne 50 ans, pendant lesquels il faut les nourrir, les surveiller, les entretenir. À un moment où l'État est en crise, la survie de ces existences fardeaux, c'est comme ça qu'ils les appellent, ou coquilles humaines vides, c'est aussi un autre terme qu'ils utilisent, ne se justifie plus. Donc ils commencent à faire des calculs en disant, en fait, en moyenne, un handicapé mental, ça revient à 1300 marques par an pour la collectivité. Et il estime que les handicapés mentaux graves, il y en a environ 30 000 en Allemagne, donc ça représente X millions par an. Si nous supposons une durée de vie moyenne de 50 ans, il est facile d'estimer quel énorme capital est retiré de la richesse nationale à des fins improductives. Si on reprend les différents arguments de Binding et Hoche, on constate qu'en fait, il y a plusieurs des arguments qu'on pourrait qualifier aujourd'hui, parce que le terme était moins à la mode à l'époque, de relativisme.
D'abord, un relativisme juridique. Il se trouve que Carl Binding, le professeur de droit, était un des plus éminents représentants d'un courant du droit qui s'appelle le positivisme juridique, qui est une sorte de relativisme selon lequel selon lequel le droit n'a pas d'autre justification que d'avoir été instauré par un État. Et donc, il n'y a pas de droit en soi. Deuxième relativisme, en matière d'éthique médicale, donc il se trouve, ça fait partie des nombreux paradoxes de l'histoire, petite parenthèse, donc le pays où il y a eu le plus de crimes médicaux au monde, dans l'histoire du XXe siècle, c'est l'Allemagne nazie. Et il se trouve, sur le plan scientifique, que ça a été le pays qui a produit le plus de scientifiques de haut niveau dans ce domaine-là. Si on prend l'Allemagne avec l'Autriche, ils ont produit plus de prix Nobel que la France, l'Angleterre, les États-Unis et l'URSS réunis à l'époque. Et sur le plan de l'éthique médicale, la première revue d'éthique médicale au monde était allemande. Bref, fin de parenthèse. Donc en termes d'éthique médicale, pour Hoche, l'éthique médicale ne reste pas la même pour l'éternité. La déontologie médicale dépend de normes professionnelles qui varient selon les époques, les sociétés et les circonstances, y compris pour l'impératif de ne pas tuer. Par exemple, dans telle circonstance, normalement un médecin n'est pas censé tuer, mais dans certaines circonstances, il est requis qu'il tue. Par exemple, s'il faut sauver la mère au moment d'un accouchement, il va tuer l'enfant en train de naître. Et enfin, on pourrait dire une sorte de relativisme existentiel. Ils ont tous les deux été très marqués par l'hécatombe de la Première Guerre mondiale. Donc, pour ceux qui auraient oublié leur livre d'histoire, la Première Guerre mondiale, pour la France et l'Allemagne, a été une boucherie. Où il y a eu, en gros, c'était... Pendant 4 ans, les armées se sont combattues dans des tranchées où ils se prenaient des obus sur la tête toute la journée, et pour gagner 3 km, il y avait 50 000 hommes qui étaient tués, et 15 jours après, il y a une contre-offensive, et il y avait à nouveau 50 000 morts, et ainsi de suite, pendant 4 ans. Donc, impressionnés par cette hécatombe de la Première Guerre mondiale, Binding et Hoche ont une conception très relativiste de la vie humaine. La vie humaine n'a pas de valeur absolue en soi, mais une valeur relative, dépendant de caractéristiques propres à l'homme et qui peuvent disparaître. Dans cette perspective, l'humanité, et c'est quelque chose sur lequel je vais un tout petit peu insister, parce qu'on pourrait mettre le projecteur sur différents aspects, mais ça c'est l'aspect sur lequel je mets un petit peu un coup de projecteur aujourd'hui. L'humanité n'est pas un principe absolu, avec une dignité égale pour tous les êtres humains, conférée par une transcendance. Vous voyez, dans les religions monothéistes, Dieu a fait l'homme à son image, donc tout homme est une image de Dieu. Et donc, en gros, tout homme a la même dignité intrinsèque de ce fait-là. Sa dignité est conférée par une transcendance. Dans cette perspective, au contraire, l'état d'humanité n'est pas un principe absolu comme ça, mais c'est un état immanent qui découle de sa nature propre et ne provient pas d'un principe extérieur. Et donc, un état relatif, qui peut être neurologiquement, psychologiquement et socialement mesurable. En fait, les critères biologiques qui font qu'on dit que, par exemple, un gorille n'est pas un homme, parce qu'il lui manque telle ou telle qualité, pour accéder au rang d'homme, et on va définir l'homme par telle faculté cognitive, par telle capacité du cerveau à faire tel genre de choses, et ainsi de suite. Donc ça donne une autre définition de l'humanité, de qu'est-ce qui est un être humain. Et donc, dans cette perspective, si un corps humain ne possède plus ces caractéristiques, il devient, pour reprendre leur langage, une coquille humaine vide. C'est-à-dire un corps humain avec une tête, des yeux, des oreilles, des bras, des jambes, mais qui n'a plus les caractéristiques d'un être humain, selon eux. Et par exemple, un cas extrême dans cette perspective, ça serait un nouveau-né qu'on appelle anencéphale, qui est né sans cerveau. Il a toute la morphologie d'un être humain, sauf il lui manque le cerveau, et bien dans cette perspective, il est zéro humain, puisqu'il n'a plus de cerveau, et que l'état d'humanité découle du cerveau. Donc si l'essence humaine n'est pas une donnée transcendante, conférée par Dieu, mais découle d'un substrat biologique, le cerveau,
alors un moindre développement cérébral ou une déficience pathologique grave du fonctionnement cérébral implique un moindre degré d'humanité. En deçà d'un certain niveau évolutif, la qualité d'humanité s'estompe et disparaît. Il n'y a plus qu'une, comme ils disent, une écorce humaine vide, sans humanité. Alors, toujours, tout à l'heure, je vous disais, le langage a changé. Parce que vous voyez, aujourd'hui, en médecine, on parle plus d'idiot ou d'imbécile. Par exemple, aujourd'hui, on doit considérer qu'on parle d'un handicapé avec respect. Ça n'a pas toujours été le cas. Au début du XXe siècle, dans la psychiatrie et neurologie académique, dans des manuels universitaires, au sujet des handicapés mentaux, vous avez des termes qui sont utilisés couramment comme inférieurs. Ce sont des inférieurs. Et à l'époque, ça ne posait aucun problème de parler comme ça. Et donc, déjà, avant cet ouvrage, on va dire dans la culture universitaire et médicale de l'époque, les handicapés mentaux n'étaient pas pleinement hommes. Ils étaient des hommes inférieurs. Après 1933, donc après l'accès des nazis au pouvoir, dans les cas les plus graves, la déshumanisation des inférieurs peut être, entre guillemets, peut être totale. Pour des psychiatres comme le professeur Klaus, dont je vais vous reparler tout à l'heure, je le cite, « Les enfants en bas âge, profondément arriérés, sont scientifiquement comparables à des singes. » Et après 1933, un autre universitaire dont je vais vous parler, le professeur Cattel, qui était un pédiatre très renommé, considère qu'il s'agit, je cite, d'êtres ayant forme humaine, qui se trouvent à un niveau inférieur à celui d'un animal domestique, et parle même au sujet d'handicapés mentaux graves, je cite, d'une massa carnis, c'est-à-dire d'une masse de viande, qui n'atteindra jamais le niveau d'un homme, mais demeurera à celui d'un être de réflexe sans conscience. Une citation. Avec cette déshumanisation radicale des handicapés mentaux par les neuropsychiatres et pédiatres de la période nazie, réduisant l'handicapé grave à une masse de viande, nous sommes à l'extrême opposé de l'humanisme essentialiste judéo-chrétien qui voit en tout individu le même niveau d'humanité, quel que soit l'état de son cerveau. Il est clair que dans une telle optique de matérialisme biologique, le meurtre d'un handicapé mental profond n'est pas plus répréhensible que de tuer un chimpanzé. Donc pour l'aspect de l'impact de la Première Guerre mondiale, donc pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, il y avait un livre qui était très intéressant d'un historien américain qui s'appelle Moss, qui s'appelait La brutalisation. Attendez, c'était la brutalisation de l'Europe ou la brutalisation. Bref, il se trouve que si vous regardez l'histoire, les deux grands mouvements politiques qui se sont imposés après la Première Guerre mondiale, c'est d'un côté le bolchevisme et de l'autre côté le fascisme et le nazisme, qui étaient tous des mouvements politiques très violents. Et c'est dans le sillage direct de la Première Guerre mondiale. Je crois que c'était le titre du livre, c'était La brutalisation des sociétés européennes, je crois. Donc, on va dire que la Première Guerre mondiale a eu un impact important sur les consciences européennes. Et Binding et Hoche sont choqués du... Donc vous voyez, la Première Guerre mondiale, ce sont des cimetières à perte de vue. Binding et Hoche sont choqués du contraste entre le peu de cas que l'on fait de la fleur de la jeunesse dans les guerres décidées par les États dans l'intérêt national et le soin dont on entoure, je cite, des vies indignes d'être vécues, d'handicapés mentaux, végétaux dans des hospices, et qui sont, selon eux, un fardeau pour la collectivité. Et un autre aspect qui caractérise leur pensée, c'est que vous voyez, selon les différentes cultures politiques, d'idéologie politique, par exemple, on peut dire que l'idéologie politique du libéralisme met l'individu comme valeur suprême. Et par exemple, il se trouve que les penseurs, certains des penseurs russes qui alimentent le Kremlin aujourd'hui, pensent justement que c'est un des grands défauts du libéralisme de mettre l'individu au-dessus de tout et qu'on doit mettre la collectivité au-dessus de tout. Là, également, dans cette pensée qui est commune aussi bien au fascisme italien qu'au nazisme allemand et à d'autres courants néoconservateurs de l'entre-deux-guerres, la collectivité a plus de valeur que l'individu.
seul compte l'intérêt supérieur de la société, de la nation ou du folk, le folk étant la nation au sens ethnique du terme chez les Allemands. Et il y a des individus dont la valeur de vie est non seulement nulle, mais éventuellement même négative, du point de vue de la société et de la nation. Les handicapés mentaux végétant dans les asiles dont la vie est sans finalité. Et donc c'est pour ça qu'il forge cette expression d'existence fardeau. Et selon Binding et Hoche, il y aurait une évolution. Donc, et selon eux, cette évolution, c'est en gros dans l'Antiquité, il fut une époque que nous considérons aujourd'hui comme barbare, où l'élimination de ceux qui sont nés ou devenus inaptes à vivre était une évidence. En gros, vous voyez, à Rome ou à Sparte, les enfants contrefaits étaient exposés, c'est-à-dire étaient éliminés, et c'était le père de famille qui décidait s'ils pouvaient vivre ou pas. Puis vint la phase, toujours en cours, où finalement la préservation de toute existence, même sans valeur, fut considérée comme la plus haute exigence morale. Donc ça, en gros, c'est la période chrétienne. Une nouvelle ère viendra où, du point de vue de la moralité supérieure, elle cessera de mettre constamment en œuvre les exigences d'une conception exagérée de l'humanité et d'une surestimation de la valeur de l'existence en tant que telle. Et donc, en gros, ça sera la future époque moderne où l'euthanasie s'imposera. Le livre de Binding et Hoche, donc l'autorisation de la suppression des vies indignes d'être vécues, engendre une controverse assez vive en Allemagne. Déjà, le fait que ce soit tous les deux des universitaires de renom, c'était pas deux petits inconnus dans un coin qui ont publié ce livre. Déjà, rien que ça donnait une sorte d'assise à leur livre. Mais en même temps, donc, le débat sur l'euthanasie ou la suppression des vies indignes d'être vécues, etc., n'a pas débuté avec leur livre, mais a débuté en fait à la fin du 19e siècle. Et là où c'est très compliqué, et ça recomplique aussi parce que ça impacte les débats d'aujourd'hui en France et dans d'autres pays sur l'euthanasie, c'est que vous avez des mots qui pourraient être utilisés pour de multiples significations. Et donc le mot euthanasie, qui veut dire, ça vient de qui veut dire bon et thanatos mort, donc la bonne mort, c'est un terme qui avait été forgé par Francis Bacon. Il y a deux débats autour de l'euthanasie qui se développent en Allemagne à partir de la fin du 19e siècle. D'abord, un autre livre qui avait déclenché un débat en 1895 qui s'appelait Le droit à la mort, d'un autre juriste qui s'appelait Jost. Pour la première fois, il calculait la valeur de la vie d'un individu par la différence entre les bénéfices et les nuisances qu'elle induit pour lui-même et pour la collectivité. Et donc l'idée qu'une vie humaine puisse avoir une valeur nulle ou négative, ça vient de lui. Et donc en gros, c'est une sorte de rationalisation et de comptabilisation de la valeur de la vie humaine. Deuxième groupe qui cherche à lancer un débat sur le sujet, ce sont les monistes. Alors, si je vous parle des monistes, ça va probablement rien vous dire du tout. Il y avait une ligue moniste. Et les monistes, en gros, c'était un courant, on va dire, pour être rapide, scientiste, qui considérait que le progrès de l'humanité devait être guidé par la science, et notamment par la science darwinienne. Pas uniquement, mais beaucoup. Et dans le contexte de l'époque, en gros, c'est pas systématique, mais il pouvait y avoir une tendance d'un côté que ces scientistes progressistes étaient souvent anticléricaux et contre les églises, et considéraient que les églises c'était un peu l'obscurantisme et que justement il fallait arrêter de faire reposer nos conceptions sur les croyances religieuses, mais qu'il fallait les faire reposer uniquement sur ce que disait la science. Cette ligue moniste avait été créée en 1906 et elle rassemblait autour du biologiste darwinien Haeckel, qui était probablement le biologiste darwinien le plus connu en Allemagne à l'époque, et d'un chimiste prix Nobel, des libres penseurs scientistes et des matérialistes biologisants, donc généralement, comme je disais, anticléricaux.
Ils ont essayé de faire un projet de loi, d'introduire des projets de loi dans des parlements en Allemagne. Et en 1913, leur revue, qui s'appelait Le siècle moniste, publiait un article d'un membre de la Ligue moniste souffrant d'une maladie incurable où il plaidait pour le droit à l'euthanasie. Et donc il relance un nouveau débat sur le sujet. Et on peut dire qu'ils ont d'autant plus contribué à faire un débat qui, pour caricaturer un peu, c'était un peu le profil, vous voyez, comme en France on a eu l'affaire Combes en 1905, ben c'est à peu près la même époque, où en gros c'était un peu le profil de on va bouffer du curé, quoi. Et donc ils se firent un plaisir de faire de la mort de raison un nouveau cheval de bataille contre les églises. Donc la mort de raison, justement, c'est une mort décidée rationnellement par la personne et hors de toute considération religieuse. Ils veulent démystifier le caractère sacré de la vie humaine, récuser la conception d'une valeur salvatrice de la souffrance et dénoncer l'interdiction chrétienne du suicide assisté. Donc je rappelle, le suicide est interdit par exemple dans la religion chrétienne. Donc si l'on néglige la définition originelle qui correspondrait à ce qu'on appellerait aujourd'hui les soins palliatifs, où en fait on n'accélère pas la mort de la personne, on adoucit ses souffrances, qui tend à s'estomper, viennent donc s'ajouter à partir de 1895 une puis deux nouvelles définitions du terme euthanasie. Le premier terme qui équivaut à l'aide à la mort, c'est-à-dire Sterbhilfe, où l'euthanasie consiste à accélérer la mort d'un malade conscient, affecté d'une maladie incurable, en phase terminale, qui la réclame lui-même, car ses souffrances lui deviennent intolérables. Donc c'est par exemple ce que vous avez aujourd'hui dans certains pays européens. Le médecin agit alors au nom de la liberté de l'individu de décider de sa mort, de la compassion et de l'inutilité d'une fin de vie réduite à la souffrance, mais en aucune manière au nom de l'eugénisme. Le deuxième sens du terme euthanasie, enfin la suppression des vies indignes d'être vécues, exposée donc par Binding et Hoche en 1920, débouchera sur la suppression des malades et handicapés mentaux sous le nazisme. Et aujourd'hui, là, moi je ne vais vous parler que de cette définition-là. Seul ce sens va nous préoccuper ici. Et donc là, si on l'appelle euthanasie au sens numéro 2, si on doit toujours employer ce terme, ce qui pourrait tout à fait se discuter, ça concerne alors des personnes incapables au sens juridique du terme, c'est-à-dire déclarées dans l'incapacité de prendre une décision pour leurs biens et leur personne à la suite de l'absence totale ou d'une réduction très importante des facultés mentales. Donc, si on résume, les arguments des médecins et des juristes allemands sont peu eugénistes, bon, là c'est un thème que j'aborderai pas tellement aujourd'hui, mais plutôt d'ordre 1 juridique. Le bien de la collectivité passe avant le bien de l'individu. 2 médicaux et neurocognitifs. Les handicapés mentaux ne sont pas pleinement humains et donc la valeur de leur vie n'est pas celle d'une vie humaine. Et 3 économiques. Les existences fardeaux des handicapés mentaux et psychotiques incurables constituent une charge économique improductive pour la collectivité et donc un gâchis économique en termes de consommation, d'infrastructures et de personnel médical. Sur le plan de leur utilité économique, ces inférieurs, pour reprendre le langage de l'époque, représentent une valeur de vie négative. Et d'ailleurs, cette dimension économique va prendre un poids prépondérant. Et dans le langage des psychiatres nazis, l'euthanasie des adultes s'appelle mesure de planification économique. Et ça sera rapidement le critère le plus important du point de vue de l'euthanasie dans l'élimination des patients psychiatriques. Ce ne sera pas l'hygiène de l'hérédité, c'est-à-dire un des termes allemands pour dire eugénisme, mais l'aptitude au travail et la productivité des patients. Donc le livre de Binding et Hoche provoque un très gros débat juridique, médical, éthique et théologique sous la République de Weimar, qui n'oppose donc pas deux camps seulement, ceux qui seraient pour l'euthanasie et ceux qui sont contre, mais 3 camps. Et donc parfois certains historiens ou certains journalistes qui ont tendance à faire des raccourcis un peu trop rapides et ont tendance à coller directement eugénisme et euthanasie comme si c'était la même chose. Juste à cette époque, par exemple, au début des années 20, au moment où le livre de Binding et Hoche sort,
la majorité des eugénistes allemands, y compris les futurs nazis, se prononcent alors contre l'euthanasie. Et une étude donc, qui n'est pas une vraie enquête d'opinion, comme on fait aujourd'hui, mais qui est quand même très intéressante, c'est dans le sillage du débat provoqué par l'apparition de ce livre, il y a le directeur d'un asile pour enfants handicapés mentaux, qui était lui-même personnellement hostile à l'euthanasie au sens numéro 2, donc on ne peut pas suspecter d'avoir trafiqué les chiffres pour aller dans son sens à lui, mène une enquête auprès de 200 parents d'enfants handicapés mentaux. Parmi les 162 qui lui répondent, seuls 19 s'opposent catégoriquement à l'euthanasie. Ce qui veut dire que 88% de cette petite enquête, ce n'est pas une grosse enquête auprès de 5000 personnes comme on pourrait faire aujourd'hui, c'est un tout petit échantillon, mais 88% sont favorables à l'euthanasie ou l'accepteraient passivement si elle était décidée par des médecins. C'est-à-dire soit ils seraient d'accord pour le décider eux-mêmes, soit de laisser faire les médecins si les médecins veulent décider. Il y a, je ne vais pas rentrer dans tout le débat sur l'eugénisme, parce que ça nous emmènerait trop loin, mais il y a des liens entre eugénisme et euthanasie, et des liens aussi historiques, parce qu'il se trouve que, par exemple, une minorité de psychiatres eugénistes se sont déclarés ouvertement partisans de l'euthanasie, au sens numéro 2, en général des nouveau-nés, des jeunes enfants handicapés, ainsi que des criminels et de ceux qui étaient appelés les asociaux. Pour citer un ou deux exemples, je ne sais pas si ça vous dira quelque chose, Auguste Forel, qui est un psychiatre suisse et qui est connu aujourd'hui par les gens qui s'intéressent à l'histoire de la sexologie, parce que c'est un des pionniers de la sexologie, la science de la sexualité, et Rudin, qui était un autre psychiatre suisse, mais qui ensuite a fait sa carrière en Allemagne, et qui est considéré dans les histoires de la psychiatrie actuelle comme le fondateur de la psychiatrie génétique, c'est-à-dire l'étude des phénomènes génétiques dans la psychiatrie. Donc eux, tous les deux étaient eugénistes et étaient partisans de l'euthanasie des enfants et nouveau-nés handicapés. Dans ce cadre-là, l'euthanasie des nouveau-nés enfants handicapés apparaît comme un outil de sélection au service de l'eugénisme, au même titre que la stérilisation ou le certificat médical pour le mariage. Et après, donc ça, eux se sont exprimés au tout début du XXe siècle. Plus tard, par exemple en 1932, juste avant, c'est pas encore la période nazie, puisque Hitler c'est le 30 janvier 1933, le professeur Bertolt Kuhn, qui est détenteur de la chaire de psychiatrie et neurologie à l'université de Iéna, regrettait dans un article dont le titre était « L'élimination des inférieurs de la société », vous voyez aussi pour le changement des mentalités. Aujourd'hui, un professeur de psychiatrie qui écrit dans une revue de psychiatrie un article qui s'intitule « L'élimination des inférieurs de la société », il aurait quelques soucis à se faire. À l'époque, en gros, ça fait partie du langage qui ne pose pas problème, quoi. Qu'une sensibilité un peu trop cultivée empêche que l'annihilation des vies indignes d'être vécues puisse faire partie des moyens médicaux d'influencer qualitativement notre peuple. Donc, sans rentrer dans le détail de l'eugénisme, juste deux exemples qui montrent qu'il y avait un contexte très large qui également influençait les mentalités des médecins sur le sujet. Deux citations. La première d'un psychiatre qui s'appelait Julius Wagner von Jauregg, qui était autrichien et qui a été prix Nobel de médecine, et c'est même le seul psychiatre de toute l'histoire de la psychiatrie qui a eu un prix Nobel. Il a eu un prix Nobel parce que c'est lui qui a inventé donc, cette maladie dont on parle plus aujourd'hui, la paralysie générale progressive des syphilitiques. Il a développé une thérapie qui s'appelait la malaria thérapie. En gros, il inoculait une autre maladie qui guérissait les symptômes de la première. Donc je cite Wagner von Jauregg dans un texte de 1935.
en Allemagne, on a avant tout réglé par une loi la stérilisation des malades héréditaires. Et l'on a appliqué de manière toujours, on l'a appliqué de manière toujours plus extensive. Il n'y a pas de doute que l'idée principale sur laquelle se fonde cette mesure est juste du point de vue de la théorie scientifique. Et Rudin, dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, qui dirigeait le plus gros centre de recherche en psychiatrie en Allemagne et dans le monde, a priori, parce qu'il y avait deux autres pays au monde qui avaient des centres de recherche en psychiatrie, à l'époque c'était les États-Unis et l'URSS, et a priori le centre qui se trouvait près de Munich était le plus gros centre et un peu aussi le plus prestigieux. Il a été également président de la Société des neurologues et psychiatres allemands, et il dit en 1943 « C'est le mérite immortel d'Adolf Hitler et de ceux qui le suivent d'avoir osé sortir des connaissances scientifiques pures pour faire le premier pas, décisif et montrant le chemin à suivre de l'action de l'hygiène raciale dans et sur le peuple allemand. » Le terme hygiène raciale étant un terme qui peut vouloir dire aussi bien l'eugénisme au sens médical du terme que l'hygiène raciale au sens raciste du terme. Oups. Oh. Et sur le sujet, donc là c'était deux citations pour vous montrer ce contexte de l'eugénisme. Par exemple, le lieu de mémoire est rattaché Oula, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Au Mémorial de la Shoah à Paris, qui édite une revue qui s'appelle la Revue pour la mémoire de la Shoah, et où j'avais fait un article justement sur l'enseignement de l'eugénisme dans les universités allemandes, suisses et autrichiennes. Et donc, où on voyait en fait parce que j'avais retrouvé les catalogues universitaires de l'époque, qui indiquaient tous les cours qui étaient délivrés par les professeurs, et en gros, toutes les universités, toutes les facultés de médecine enseignaient l'eugénisme, comme étant une science normale à l'époque. Donc ça, c'est pour vous donner un peu le contexte général. Et Bleuler, donc pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la psychiatrie, Eugen Bleuler, vous voyez, le concept de schizophrénie que tout le monde utilise aujourd'hui en psychiatrie, c'est Bleuler. Et donc c'est quelqu'un qui a eu une très grosse influence dans la psychiatrie. Il était suisse. C'est pas un petit calibre. Et pour montrer que ce débat sur l'euthanasie et la suppression des vies indignes d'être vécus pour les handicapés mentaux dépassait très largement l'Allemagne nazie, donc Eugen Bleuler, qui était en Suisse, a dit dans un article de 1936, je le cite, « Il n'est pas si facile de répondre à la question de savoir si cela devrait être autorisé de supprimer la vie objectivement indigne d'être vécue d'autrui, sans le souhait explicite de la personne concernée. » Donc là, il fait directement référence, la vie indigne d'être vécue, il fait référence au débat qui a été lancé par Binding et Hoche. Je répondrai tout simplement oui, également dans le cas des malades mentaux incurables. Je donnerai à un collège médical le droit, et dans les cas sérieux le devoir, de mettre un terme à cette souffrance. Et si on veut voir un peu côté français, donc en France, on a un médecin qui a eu le prix Nobel en 1912 de médecine, qui s'appelle Alexis Carrel, dont vous avez peut-être pour partie déjà entendu parler, qui avait publié en 1935 un livre qui s'appelait L'homme cet inconnu, qui a été un best-seller international, je ne sais plus s'il a été traduit genre en 25 ou 35 langues. Et que moi j'avais encore trouvé d'occasion chez Gibert en livre de poche. Et là, par exemple, je vous donne une petite citation de Alexis Carrel. « Il y a encore le problème non résolu de la foule immense des déficients et des criminels. Ceux-ci chargent d'un poids énorme. » Donc vous vous souvenez du terme des existences fardeaux, ballast existence. La population restait saine. Le coût des prisons et des asiles d'aliénés, de la protection du public contre les bandits et les fous, est, comme nous le savons, devenu gigantesque. Un effort naïf est fait par les nations civilisées pour la conservation d'êtres inutiles et nuisibles. Donc inutile
inutile, c'est valeur d'existence 0, et nuisible, c'est valeur d'existence négative. Les anormaux empêchent le développement des normaux. Il est nécessaire de regarder ce problème en face. Pourquoi la société ne disposerait-elle pas des criminels et des aliénés d'une façon plus économique? Elle ne peut pas continuer à prétendre discerner les responsables des non-responsables. Donc en gros, ça c'est... en fait, si vous commettez un crime sous l'emprise de la folie, vous êtes déclaré irresponsable et donc vous n'irez pas en prison, vous ne subirez pas la peine de mort et vous irez dans un hôpital psychiatrique. Mais elle doit se protéger contre les éléments qui sont dangereux pour elle, certainement pas en bâtissant des prisons plus grandes et plus confortables. Nous ne ferons disparaître la folie et le crime que par une meilleure connaissance de l'homme, par l'eugénisme. Mais en attendant, donc en gros, mais l'eugénisme, ça prend du temps, parce qu'il faut stériliser les gens, les empêcher de se marier, certaines catégories, ainsi de suite. Il faut des générations pour transformer la société. Donc, en attendant, nous devons nous occuper des criminels de façon effective. Peut-être faudrait-il supprimer les prisons. Ah bon, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait des criminels? Elles pourraient être remplacées par des institutions beaucoup plus petites et moins coûteuses, le conditionnement des criminels les moins dangereux par le fouet ou par quelque autre moyen plus scientifique, donc on va voir l'orange mécanique sur les thérapies aversives, suivi d'un court séjour à l'hôpital, suffirait probablement à assurer l'ordre. Quant aux autres, ceux qui ont tué, qui ont volé à main armée, qui ont enlevé des enfants, qui ont dépouillé les pauvres, qui ont gravement trompé la confiance du public. Donc ça c'est une référence à l'époque. En France, il y a eu plusieurs scandales, dont l'affaire Stavisky, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Un établissement euthanasique pourvu de gaz appropriés permettrait d'en disposer de façon humaine et économique. Le même traitement ne serait-il pas applicable, etc., etc. Donc vous voyez, là c'est... On n'est plus en Allemagne, on est en France, et c'est un prix Nobel de médecine. Donc pour montrer que tous ces courants d'idées ne se sont pas limités à l'Allemagne nazie. Enfin, un, ont précédé, et deux, étaient également présents dans d'autres pays. Deuxième partie, sauf si vous avez des questions rapides sur la première partie. Donc, c'est la mise en œuvre par le régime nazi. Donc, je vous rappelle, Hitler arrive au pouvoir le 30 janvier 1933, dans le cadre d'élections démocratiques, et dans le cadre d'une coalition avec d'autres partis de droite, et lui, son parti nazi n'a que 4 ministres sur 12. Les autres pensaient qu'ils allaient pouvoir se le mettre dans la poche et faire ce qu'ils voulaient avec lui, et en fait c'est le contraire qui s'est passé. Et donc en gros il a éliminé tous ceux les autres dans la coalition qui ne voulaient pas lui laisser le champ libre. Donc première chose, ça a été une préparation des esprits. Après 1933, on pourrait parler, ça c'est moi qui a créé ce terme, de tourisme asilaire pour les cadres des organisations nazies, pour les élèves des lycées, etc. Pour, en gros, on leur faisait visiter les asiles pour aliénés et pour handicapés mentaux, et ça provoquait des réactions. On disait oui, ils ont raison, il faut faire quelque chose, il faut s'en débarrasser. Également, les écoliers, au lieu de faire des calculs à l'école avec le robinet qui goûte et la baignoire qui fuit, combien d'heures faut-il pour remplir la baignoire, c'était plutôt du style un handicapé coûte tant par jour, sachant qu'il faut le nourrir comme ci, comme ça, combien va-t-il coûter sur une période de 10 ans. Également une propagande politique auprès des médecins et des membres du parti nazi. Et donc il y avait une ligue des médecins nazis dont le premier dirigeant s'appelait Wagner. Également par de la propagande cinématographique, parce qu'en fait le nazisme avait un côté, il y a un autre historien qui a parlé de réactionnarisme moderne, ou de modernisme réactionnaire plutôt. Il y a une dimension très moderne dans le nazisme. Et par exemple, pour les moyens de communication, ça a été le premier régime politique à utiliser massivement la radio.
Et bah, pour aujourd'hui, la radio, ça ne nous semble pas particulièrement moderne, mais à l'époque, c'était très moderne. Et il y avait encore qu'une toute petite minorité de la population qui avait des appareils radio. Et le régime nazi avait l'objectif que chaque foyer allemand ait son appareil récepteur de radio. Comme, par exemple, et donc il y avait l'équivalent, vous voyez, la voiture du peuple, c'était la Volkswagen, que chaque Allemand devait avoir. Et je sais plus, et la radio, c'était en gros le récepteur du peuple, qui s'appelait aussi pareillement. Également, le régime nazi, comme le régime communiste d'ailleurs du RSS, a beaucoup utilisé le cinéma pour faire passer ses messages. Et donc, par exemple, il y a eu des films qui ont été faits pour sensibiliser l'opinion publique en faveur de l'euthanasie, dont le plus célèbre était un film qui s'appelait J'accuse, comme le titre de Zola, et qui a été vu par 15 millions de spectateurs. Donc ça, c'est le genre d'image qui était véhiculé dans la presse de l'époque de la période nazie, justement pour repousser. Donc où ils montraient des enfants microcéphales, des handicapés adultes, etc. Voilà un nazi d'idiot. Là, c'est un infirmier psychiatrique avec un patient en 1933. Donc cet infirmier, un homme en bonne santé et en pleine force, n'est là que pour prendre soin de ce fou dangereux pour la collectivité. Ne devrions-nous pas avoir honte de cette image? Et donc la même image, la même photo est reprise pour la couverture du magazine qui était le mensuel de l'Office de la politique raciale du parti nazi. Et vous voyez, la couverture dit 60 000 Reichsmark coûte ce malade héréditaire à la communauté du peuple pendant sa vie. Camarade du peuple, c'est aussi ton argent. Donc en gros, réveille-toi. Là, c'est toujours dans cette iconographie de la période nazie, c'est un fou criminel et son garde. Et ça, c'était le film Ich klage an, j'accuse, où en gros, c'est un médecin dont la femme est atteinte de sclérose en plaques et qui la tue par amour. Et ensuite, il est jugé au tribunal et condamné. Et donc, le spectateur est scandalisé que, alors qu'il a tué sa femme pour lui rendre service lui-même, et passe au tribunal. Donc ça, c'est, on va dire, la préparation des esprits. Deuxième aspect, c'est les réductions budgétaires. Donc, je vous rappelle, il y a eu, ça a contribué au contexte politique. Les idées politiques ne reposent pas que sur des nuages, mais aussi dans des contextes socio-économiques. Donc il y a eu 2 crises économiques majeures en Allemagne après la Première Guerre mondiale. La deuxième crise, la crise de 1929, donc qui était une crise internationale, a eu des répercussions gigantesques. Donc j'ai plus les chiffres en tête, mais en gros, je crois qu'un homme sur 4 était au chômage. Et à l'époque, je ne sais plus, hein, ne retenez pas le chiffre, mais je crois que l'équivalent des ascétiques, ça durait 6 semaines. Donc au bout de 6 semaines ou 8 semaines, en gros, il n'y avait plus d'argent du tout, et c'était la misère. Et donc la seule solution, c'était la soupe populaire, ce genre de choses. Donc dans ce contexte de très grande crise économique, le budget de la santé de l'État allemand avait été déjà fortement dégradé. Et la méthode utilisée par la République de Weimar, avant le nazisme, pour faire des économies, c'était de diminuer le nombre de patients, ce qui, du point de vue des eugénistes, était une horreur, puisqu'en gros, on remettait en liberté des malades héréditaires qui allaient se reproduire et propager leurs mauvais gènes dans l'ensemble de la population. Donc, dès que les nazis reviennent au pouvoir, ils remettent tous les patients dans les asiles psychiatriques, ce qui fait qu'ils se retrouvent en 1934 avec une surpopulation asilaire. D'un côté, les nazis ont relancé l'économie allemande, avec des grands travaux, avec les fameuses autoroutes, etc., etc. Et la machine économique, avec un plan de 4 ans, tourné vers le tertiaire, vers la guerre, etc., qui prévoyait quand même des choix en termes d'investissement, et notamment des secteurs, il y a des secteurs qui devaient être développés, et d'autres secteurs qui devaient être fortement réduits.
Et par exemple, les secteurs considérés comme non productifs, comme les asiles psychiatriques, eux, étaient concernés par ces économies. Et donc le tarif, alors que l'économie est repartie avec le nazisme, est baissé de 25%. Le tarif, le budget patient par jour. Donc ça, c'est une photo de 1930 où on voit justement la surpopulation dans asilaire, avec le nombre de patients qui sont entassés dans des salles communes. Et donc la conséquence de la pression budgétaire, indépendamment du nazisme, c'est d'une part, donc ce qu'on appelle l'ergothérapie, la thérapie par le travail, a été intensifiée. Pas uniquement pour guérir les patients, mais aussi parce que ça permettait aux asiles de devenir plus autonomes sur le plan économique. C'est-à-dire que ça leur créait une ressource, et donc ça leur permettait d'équilibrer leur budget. D'autre part, les psychiatres font d'eux-mêmes le tri entre les patients qu'ils jugent thérapeutisables, estimés environ à 20% de la population des asiles, et ceux qu'ils considèrent comme non thérapeutisables. Ceux qu'ils jugent thérapeutisables bénéficient, je mets le terme entre guillemets parce que quand je vais vous présenter juste en 10 secondes la thérapie de l'époque, ça risque de ne pas vous faire envie, bénéficient de façon intensive de toutes les thérapies les plus modernes. Donc à l'époque, les thérapies les plus modernes, c'est ce qu'on appelle les thérapies de choc. Et les trois grandes catégories, c'était le choc à l'insuline. En gros, on injectait de l'insuline, donc vous savez ce qui régule notre taux de glucose dans le sang du patient jusqu'à provoquer un coma. Mais qui est un coma qui était vécu par le patient lui-même comme une sorte de mort. Et donc ça provoquait un choc très fort. Une autre méthode, c'était avec du cardiazol qui provoquait des épilepsies très fortes, ou l'électrochoc qui a été développé en Italie fasciste en 1938. Également la castration et ainsi de suite. Donc les thérapeutisables bénéficient entre guillemets de toutes ces merveilleuses thérapies et sont stérilisés en général avant d'être relâchés. Tandis que les non thérapeutisables deviennent des gêneurs relégués dans les annexes, entassés dans des asiles poubelles sans soins médicaux. En gros, ils sont aussi la manifestation de l'échec de la psychiatrie de l'époque, où en fait on n'arrive pas à les guérir. Et dès 1938, divers asiles, donc c'est-à-dire avant que l'État nazi ne décide quoi que ce soit en la matière, divers asiles entreprennent de se débarrasser de ces incurables en réduisant leur ration alimentaire, ce qui va augmenter les taux de mortalité. Donc ça, c'est l'ergothérapie qui sert aussi à alimenter économiquement les asiles psychiatriques. Donc par exemple, ça peut être de faire de la lingerie, ce genre de choses. Ça, c'est le summum de la modernité de l'époque, c'est l'électrochoc. Et donc Siemens fabriquait son appareil électrochoc qui s'appelait Elkra. Et donc ça provoque une crise d'épilepsie extrêmement violente, même tellement violente qu'après ils mettaient du curare pour empêcher que les gens se cassent les vertèbres sous les contractions. Donc ça, c'était on va dire les trois volets de la préparation. Maintenant, l'action elle-même, donc là je vais vous parler principalement, on va voir qu'il y a eu de nombreuses actions. La seule qui soit connue en France en général, c'est ce qu'on appelle l'action T4. Et en fait, l'action T4, ce n'est qu'un petit morceau d'un ensemble. Et chronologiquement, la première action, ça a été l'euthanasie des enfants. Et on va voir que justement, par exemple, le T4 officiellement a été arrêté en 1941. L'euthanasie des enfants ne s'est jamais arrêtée puisqu'elle s'est poursuivie jusqu'en 1945. Et pour la petite histoire, l'événement déclenchant, c'est fin 1938, le père d'un enfant aveugle, mal formé, handicapé mental, s'adresse à Hitler pour obtenir l'autorisation de l'euthanasie pour son enfant. Le docteur Karl Brandt, médecin personnel de Hitler, est envoyé sur place à la clinique pédiatrique de l'université de Leipzig, dont le directeur était le professeur Kettel, dont on va reparler, et il autorise les médecins à pratiquer l'euthanasie. Le ministre de la Justice, Gürtner, est informé de ne pas donner suite à d'éventuelles poursuites. Parce que je rappelle que dans le contexte légal de l'époque, le code pénal allemand de l'époque, il pouvait être poursuivi pour homicide.
Février 1939, un groupe de médecins se voit déléguer par Hitler les pleins pouvoirs si des cas analogues se présentent, dont le même Dr Brandt, qui est le médecin personnel de Hitler, le Dr Linden, qui est le directeur du secteur psychiatrique du département de la santé au ministère de l'Intérieur. Donc à l'époque, il n'y avait pas de ministère de la Santé comme aujourd'hui. La santé était gérée par une branche du ministère de l'Intérieur. Et dans cette branche du ministère de l'Intérieur qui s'occupait de la santé, il y avait une sous-branche qui s'occupait du secteur psychiatrique. Le docteur Unger, qui était un partisan de l'euthanasie, et dont le livre, qui a écrit plusieurs livres qui ont été des best-sellers à l'époque, dont un livre sur l'euthanasie qui avait servi de base pour le scénario du film J'accuse. Et 3 pédiatres renommés, dont le professeur Kattel, donc titulaire de la chaire de pédiatrie à la faculté de Leipzig, le pédiatre Wenzler et le pédopsychiatre Heinz. Donc voilà le professeur Werner Kattel, qui a été professeur de pédiatrie à Leipzig de 1933 à 1946, puis à Kiel, c'est-à-dire qu'il a repris sa carrière de 1954 à 1960. C'était une sommité en pédiatrie. Son manuel de pédiatrie, édité pour la première fois en 1939, a été réédité jusqu'en 1977. Ça, c'est Ernst Wenzler, qui était directeur d'une clinique pédiatrique privée renommée à Berlin, où en gros les people de l'époque venaient amener leurs enfants. Il a développé des méthodes pour traiter les enfants prématurés, dont un incubateur appelé le chauffeur Wenzler, donc comment ça s'appelle aujourd'hui, une couveuse, appelé le chauffeur Wenzler, et certaines malformations congénitales. En même temps, il était partisan de l'euthanasie des incurables. Et le pédopsychiatre Hans Heinz. Le groupe est baptisé Comité du Reich pour le recensement scientifique des pathologies graves et héréditaires et congénitales. En août 1939, une circulaire est envoyée. Les sages-femmes, gynécologues, pédiatres et autres médecins doivent systématiquement signaler au Comité du Reich les cas suivants: handicap mental sérieux et ce qui s'appelait à l'époque mongolisme, la trisomie 21. Microcéphalie, c'est-à-dire d'avoir des têtes toutes petites, hydrocéphalie quand on a de l'eau dans le cerveau, et malformation congénitale, paralysie infantile, dont la maladie de Little. Donc voici le document en question. Les enfants concernés doivent obligatoirement être signalés jusqu'à l'âge de 3 ans. Les sages-femmes reçoivent une indemnité de 2 Reichsmark par enfant signalé. Les dossiers médicaux des enfants sont examinés par 3 principaux experts en pédiatrie, dont je vous ai parlé, le professeur Kattel, le professeur Heinz et le docteur Wenzler. Officiellement, les enfants sélectionnés sont ensuite envoyés dans un des 30 centres pédiatriques chargés de les euthanasier après examen scientifique. Parmi ces 30 centres dirigés par des médecins, 2 au moins sont dirigés par des professeurs universitaires, celui toujours du même professeur Kattel à la clinique pédiatrique de l'université de Leipzig, et celle du professeur Kloss à l'université de Jena, à l'asile de Stadtroda. Les enfants handicapés sont euthanasiés par surdose médicamenteuse au moyen de comprimés de luminal matin et soir jusqu'à ce que mort s'en suive, ce qui prenait en général 2-3 jours. Et les cas entre guillemets récalcitrants sont tués par une injection de morphine mélangée à de la scopolamine. Donc le luminal, à l'époque, c'était un barbiturique qui a été massivement utilisé dans la psychiatrie de l'époque pour, entre guillemets, calmer les patients. Et donc ça, c'est 2 enfants dont Norbert, tué à la clinique psychiatrique de Wittenau au Berlin, et Edith à Vienne. Là, c'est une enfant handicapée avant l'euthanasie à l'asile d'Eichberg vers 1941 et envoie de son cerveau pour analyse à l'université d'Heidelberg, où ça a été analysé par le professeur Schneider. Là, des enfants euthanasiés à l'asile d'Eichberg pour servir à la recherche à l'université d'Heidelberg. En 1941, tous les enfants handicapés jusqu'à l'âge de 16 ans sont recensés par le Comité du Reich et sont désormais intégrés dans la procédure d'euthanasie des enfants. Le prétendu arrêt de l'euthanasie T4, je pense que je n'aurai pas le temps de vous parler, ne concerne pas l'euthanasie des enfants. En fait, de nouveaux centres d'euthanasie des enfants handicapés sont même ouverts après le prétendu arrêt de T4 et accueillent aussi des patients adultes. Au total, l'opération d'euthanasie des enfants a fait environ 5000 victimes. Bon, je vais vous parler très très rapidement de l'opération T4 pour qu'on garde du temps à la fin pour la discussion.
Donc l'opération T4, en juillet 1939, Hitler charge le nouveau secrétaire d'État à la santé au ministère de l'Intérieur, qui remplace Guth, et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails administratifs, qui s'appelle le docteur Leonardo Conti, et d'autres hauts fonctionnaires nazis, d'organiser l'euthanasie des adultes. Ceux-ci font, donc en gros, ils confient le dossier à 2-3 médecins et aux fonctionnaires, qui eux-mêmes font appel à 15-20 spécialistes, dont le professeur Max de Krinis, qui était détenteur de la chaire de psychiatrie de l'université de Berlin, le professeur Karl Schneider de l'université d'Heidelberg, le professeur Bertolt King qu'on a vu tout à l'heure, le professeur Heide de Würzburg, etc. Plus des pédiatres responsables de l'euthanasie des enfants, plus des directeurs d'asile psychiatrique. L'objectif, c'est l'euthanasie doit libérer des lits pour les hôpitaux militaires. En gros, la guerre se prépare, et quand normalement, on va dire, les pays organisés, là, ce qui ne semble pas être le cas partout, quand ils font une guerre, ils préparent des hôpitaux militaires pour accueillir les blessés. Donc là, il fallait préparer des lits pour accueillir les soldats allemands blessés. Plus 3 experts en pharmacologie à qui on demande le moyen le plus sûr et indolore d'éliminer les patients, et qui recommandent le monoxyde de carbone. C'est ce qui s'échappe de votre chaudière quand elle est mal réglée. Donc voici quelques-uns de ces personnages. Donc le 1er septembre, entrée en guerre de l'Allemagne et ralentissement des stérilisations eugéniques qui sont arrêtées sauf cas urgent. Donc en gros, il y a eu 400 000 personnes qui ont été stérilisées dans le cadre de la loi de stérilisation eugénique en Allemagne. Début septembre 1939, sous le prétexte de réorganisation des hôpitaux liés à la guerre, les premiers transports de patients des hôpitaux psychiatriques débutent. 9 octobre 1939, une circulaire rédigée par les experts de l'euthanasie, envoyée par le ministère de l'Intérieur au directeur des asiles psychiatriques et pour handicapés. Donc voici la circulaire qui explique que, justement, dans le cadre d'une réorganisation liée, là c'est pour des raisons de planification économique, de l'ensemble des asiles et hôpitaux psychiatriques d'Allemagne. Donc, sous le prétexte d'un recensement des patients des asiles pour la planification économique, les directeurs des asiles doivent remplir des dossiers pour les patients suivants: schizophrénie, épilepsie, démence sénile, paralysie syphilitique réfractaire à la thérapie, donc la fameuse thérapie développée par Wagner von Jurek dont on a parlé tout à l'heure, arriération mentale, patients internés depuis plus de 5 ans dans l'asile, criminels psychotiques, patients étrangers ou racialement exclus de la citoyenneté allemande, comme les juifs. Donc les juifs ont perdu les droits de la citoyenneté allemande avec l'arrivée au pouvoir du nazisme. Donc ça, c'est les catégories de patients pour lesquels les questionnaires doivent être obligatoirement remplis. Et ça, c'est un exemple de formulaire rempli par le directeur d'un asile. Donc par exemple, vous voyez, ce patient, il a une démence liée à l'artériosclérose du cerveau, donc il est très agité, il est, en gros, il a différents problèmes, et en plus, on ne peut pas l'occuper, et il voit très mal. Mi-octobre 1939, Hitler délègue à travers Buller, donc, qui était le chef de la chancellerie, et au docteur Karl Brandt, qui était son médecin personnel et professeur de chirurgie, un transfert de plein pouvoir aux médecins en matière d'euthanasie. Donc, juste ce petit mot, je ne vais pas m'attarder trop longtemps, mais c'est un petit mot très important. Il n'y a pas eu d'ordre. Aucun médecin n'a été obligé de tuer. C'était un transfert de plein pouvoir. Petit détail, mais qui compte. Les médecins responsables sont autorisés à accorder une mort libératrice aux malades incurables après évaluation critique de leur état pathologique. Et la lettre signée par Hitler est rétrodatée du 1er septembre, date de l'entrée en guerre. Donc voici la lettre signée par Hitler. Ça, c'est donc le chef de la chancellerie. Les experts de l'euthanasie estiment à 70 000 environ le nombre de patients qui doivent être euthanasiés, soit environ 20% de la population des asiles.
6 asiles sont transformés en centres d'euthanasie équipés de chambres à gaz au monoxyde de carbone, maquillés en salle de douche et de crématoire. Grafenegg, Hadamar, Bernburg, Brandenburg, Hartheim et Sonnenstein. Et voilà, géographiquement. Donc, Brandenburg est pas trop loin de Berlin. Bernburg. Et donc voilà une salle de douche qui sert en fait à gazer les patients psychiatriques au monoxyde de carbone. Les chambres à gaz sont conçues par des ingénieurs et chimistes. Les SS sont chargés du transport des patients, mais se dissimulent derrière une prétendue entreprise de transport qui s'appelle Geigrat. Donc il n'y a pas marqué SS sur les bus. Donc ça, c'est les bus. Les formulaires remplis par le directeur d'asile arrivent à la centrale d'euthanasie à Berlin, qui les renvoie aux experts psychiatres de l'euthanasie pour examen. Et les experts décident du sort des patients après des formulaires remplis par le directeur d'asile. Ils mettent une croix rouge, ça veut dire bon pour l'euthanasie. Un moins en bleu peut vivre. Et point d'interrogation, l'expert n'arrive pas à trancher, c'est-à-dire que ça va être pris par quelqu'un d'autre. Le critère essentiel, c'est l'aptitude au travail et l'espoir ou non d'une guérison. L'analyse des dossiers est rapide. Par exemple, en 2 semaines, le docteur Pfannmüller, directeur de l'asile d'un asile, examine 2000 dossiers et décide du sort d'autant de patients. Ils reçoivent une indemnité de 10 à 20 pfennig par dossier traité. Les dossiers sont examinés une 2e fois par le directeur médical de l'opération, d'abord le professeur Haid et ensuite le professeur Nitsch. Triés à la centrale, les dossiers marqués de plus rouge sont transmis à la Geigrat qui achemine les patients vers les 6 centres T4. Malgré le secret, début 1940, la plupart des directeurs d'asile ont appris que des patients doivent être liquidés. Les déplacements de patients commencent vers les 6 centres d'euthanasie, dirigés par des médecins qui ouvrent le robinet de gaz. Donc ce sont seuls les médecins qui sont habilités à ouvrir le gaz. Les corps sont ensuite incinérés dans des crématoires et les familles reçoivent un avis de décès avec une cause de mort inventée, genre pneumonie, arrêt cardiaque, et ainsi de suite. Donc ça, c'est par exemple un de ces 6 centres, c'est Hadamar. Et la croix sur le toit, c'est pour dire aux Alliés de ne pas bombarder l'hôpital. Un four crématoire. Et ça, c'est la fumée du crématoire d'Hadamar, donc qui marchait en continu. Avril 40, la centrale bureaucratique d'euthanasie à Berlin se développe. Elle a plus de 100 employés et installe ses bureaux au numéro 4 de la rue du Zoo. Et le zoo, ça se dit Tiergarten. Donc Tiergartenstrasse, c'est la rue du Zoo. D'où le nom de T4. Elle comprend 6 sections. Donc ça, c'est la bonne bureaucratie allemande, on va dire. Donc voici la centrale, T4. En août 40, c'est le pic de l'euthanasie T4. Le cercle des experts T4 est élargi. Il dispose désormais de 40 experts psychiatres externes, dont 11 professeurs de psychiatrie universitaire. Les autres étant directeurs ou médecins-chefs d'asile psychiatrique, plus 11 médecins au siège de T4, plus 13 médecins principaux responsables des 6 centres d'euthanasie. Donc vous voyez, par exemple, ce qui est bien pour les historiens avec l'Allemagne, contrairement à d'autres pays, c'est que ce sont de très bons bureaucrates et ils écrivent presque tout. Donc on a des archives sur beaucoup de choses. Donc là, on a la liste des experts. Donc ça, Paul Nitsch, qui a été le 2e directeur médical de l'opération, et en fait qui lui-même était aussi quelqu'un d'intéressant dans l'histoire de la psychiatrie, parce que c'était un réformateur de la psychiatrie sous la République de Weimar. Et c'est ça, c'est un des autres paradoxes, c'est qu'une partie de ces responsables de l'euthanasie étaient des réformateurs pour qui, en gros, à la fois, il fallait réformer la psychiatrie, la rendre plus humaine, et en même temps, il fallait éliminer ceux qui étaient incurables. Bon, je vais passer vite, mais en gros, ça commence à provoquer des réactions, parce que, en fait, les gens commencent... vous voyez, par exemple, telle famille qui avait son fils qui était interné, qui reçoit un avis de décès, il le publie dans le journal local, et puis l'autre famille du village d'à côté, qui avait aussi un membre de sa famille dans le même asile, reçoit aussi un avis de décès, publie aussi un avis de décès dans le journal local.
Et on se retrouve dans les journaux locaux avec des listes de gens qui décèdent, qui viennent tous des hôpitaux psychiatriques et asiles pour handicapés. Donc les gens ont commencé à se dire qu'il y avait un truc qui prenait pas rond. Et donc, des représentants des églises commencent à protester, des plaintes pour homicide sont déposées devant les tribunaux. Parce que, je vous rappelle, le code pénal allemand n'avait pas changé. Donc, de tuer quelqu'un, c'était toujours condamné par la loi. Les procureurs sont obligés de transmettre les dossiers aux procureurs généraux, qui montent à l'échelle hiérarchique supérieure, au ministère de la Justice, qui se retrouvent un peu coincés, parce que d'un côté, il ne peut pas laisser les questions des procureurs sans réponse, et de l'autre côté, le seul document légal dont il dispose, c'est la lettre signée par Hitler, et il n'est pas question de mouiller Hitler dans l'opération. Du coup, en août 40, il prépare sur une loi sur l'euthanasie, mais qui finalement ne sera jamais promulguée, parce qu'il pensait que ce serait trop clivant pour l'opinion publique, dont une grande partie était soit catholique, soit protestant. En avril 1941, tous les procureurs généraux sont informés de l'opération euthanasie et toutes les procédures engagées pour homicide sont arrêtées. Aucune poursuite ne doit être engagée. Et en septembre 1940, c'est le début de l'euthanasie systématique des patients psychiatriques juifs. Donc là, il n'y avait pas besoin d'être incurable. Il suffisait, si vous étiez juif et dans un hôpital psychiatrique, là, ça suffisait. En 1942, tous les patients juifs, quel que soit le degré de gravité de leur cas, ont été euthanasiés. Bon, je vais passer sur cette partie-là. Si on pourra en revenir si on a le temps, et je vais aller. Donc, juste pour vous dire, l'opération T4 a fait environ 70 000 morts. On a vu que l'euthanasie des enfants, ça fait environ 5 000 morts. Mais ce n'est que 2 morceaux dans une série d'actions beaucoup plus large. Donc ensuite, après l'opération T4, il y a eu ce qui a été appelé par les historiens l'euthanasie sauvage, dans le sens où c'était une opération d'euthanasie qui était très décentralisée, asile par asile, et c'était en gros chaque responsable d'asile qui décidait. Et c'était pas forcément... C'est-à-dire, c'était pas mieux, c'était même presque pire en termes de procédés pour mettre à mort, parce qu'au lieu que ça soit une mort rapide et indolore avec le monoxyde de carbone, ils avaient inventé diverses méthodes. Une des méthodes, c'était avec ce qu'ils appelaient des régimes spéciaux diététiques. Par exemple, un régime qui était utilisé, c'était les patients étaient apparemment très bien nourris, ils avaient une assiette pleine à chaque repas, remplie de choux et de pommes de terre, mais où il y avait 0% de matière grasse. Parce qu'en fait, ils avaient calculé qu'un être humain qui ne reçoit plus aucune matière grasse, en fait, ça déclenche des différentes pathologies et ils vont mourir, entre guillemets, de mort naturelle assez rapidement. Ensuite, il y a eu l'action Brandt, qui là était très liée au bombardement allié sur l'Allemagne. L'euthanasie le STO, c'est le service du travail obligatoire. Donc les STO polonais soviétiques atteints de troubles mentaux. Donc, dites-vous, vous voyez, dans une population en moyenne, mettons qu'il y a entre 1 et 5% des gens qui ont des troubles psychiatriques, comme il y a eu des millions de STO soviétiques et polonais en Allemagne, pour remplacer les Allemands qui partaient faire la guerre, il y a une partie de ces gens-là qui se sont trouvés dans des hôpitaux psychiatriques allemands. Et donc, eux-mêmes également ont été visés. Ensuite, il y a eu l'extermination. Ça a été d'abord, ils ont envisagé une opération d'euthanasie, et finalement, ils se sont orientés vers l'extermination par le travail de ceux qui étaient qualifiés des asociaux. Donc, les asociaux, ce sont des personnes qui ne sont pas des criminels, qui ne sont pas non plus, entre guillemets, des fous. C'est on va dire, c'est des gens qui sont considérés comme un peu plus ou moins en marge de la société. Ça peut être les clochards, les SDF, les prostituées, un peu tout ce type de profil. Les gens qui refusent de travailler. Une personne qui va refuser 5 fois de suite de travailler quand on lui propose un travail. Donc eux, ils vont être déportés en camp de concentration et ils vont être exterminés par le travail. Alors ceux qu'on appelait les soldats trembleurs.
Donc là, je vais vous la faire rapide pour des raisons de temps, mais en gros, donc, aujourd'hui, on appelle ça par exemple le trouble du stress post-traumatique. Dans la psychiatrie de l'époque, de la Première Guerre mondiale, en gros, un homme, un vrai, il n'a pas peur. Et un homme qui se met à pleurer, à trembler, tout ce genre de choses, c'est un symptôme hystérique. Et l'hystérie étant une pathologie féminine. Donc, en gros, c'était des soldats hystériques. Et ça avait un problème, mais par exemple, certains avaient des symptômes psychosomatiques, par exemple, ils devenaient muets ou aveugles, ou ils avaient des tremblements incontrôlables qui duraient des journées et des journées. Et ça avait un très mauvais effet sur le moral du reste de la troupe autour. Donc il fallait vite les retirer du front et envoyer dans des hôpitaux psychiatriques. Et ils ont inventé des thérapies épouvantables pour les, entre guillemets, les soigner. Et après, ceux qui résistaient aux thérapies, ils étaient envoyés dans des camps de concentration. Également, alors là, c'est plus des médecins, parce que jusqu'ici, c'était des médecins, jusqu'au numéro 7. À partir de 8, là, ça peut être les unités Einsatzkommando. Dans les pays occupés, Pologne, URSS, où là, c'est plus une mort médicalement assistée, c'est carrément extermination directe par les unités de SS, etc. Donc, où tous les hôpitaux de Pologne et de l'URSS ont été vidés. 9, c'est l'opération 14F13, je ne pourrais pas rentrer non plus dans le détail, mais c'est en gros, c'est le maillon intermédiaire entre l'euthanasie des patients psychiatriques et ce qu'ils appelaient la solution finale à la question juive. Et enfin, dernière étape, c'est le personnel de l'opération T4 qui a été recyclé pour la solution finale à la question juive. En fait, ils avaient le know-how technologique et ça a été recyclé. Donc Et je termine en quelques minutes sur l'euthanasie au service de la recherche scientifique, puisque c'est le sujet du documentaire que vous allez voir à 5 heures. Donc c'est intéressant parce que dans le livre, les autres historiens n'avaient pas remarqué ce petit passage dans le livre, mais dans le livre de Binding et Hoche, il y a un petit passage où Hoche parle de sa jeunesse en tant qu'assistant scientifique. Et il raconte un souvenir. Le médecin peut parfois être tenté d'abréger une vie humaine par intérêt scientifique. Je me souviens d'une telle tentation au début de sa carrière. Un enfant atteint d'une maladie cérébrale, rare et scientifiquement intéressante, était en train de mourir. Si l'enfant décédait à l'hôpital, nous pourrions obtenir l'examen souhaité grâce à l'autopsie. Le père est alors arrivé avec un désir pressant de ramener l'enfant à la maison. Ainsi, nous avons perdu l'option de la dissection. Et il dit, cela aura été facile et n'aurait pu être déterminé d'aucune façon, c'est-à-dire personne n'aurait pu s'en rendre compte, si j'avais fait une injection de morphine quelques heures avant la mort imminente. Au final, je n'ai rien fait car mon désir personnel de connaissance scientifique ne pesait pas assez lourd face à mon sens du devoir médical de ne pas abréger la vie. Et en fait, il parle de sa propre tentation de cette équipe de médecins à l'époque. Et là, ce qu'on constate, par exemple, pour l'opération d'euthanasie des enfants, c'est qu'une partie des enfants et adolescents handicapés euthanasiés sont d'abord examinés cliniquement avant d'être euthanasiés. Immédiatement après, suit un examen neuropathologie afin de faire progresser les connaissances sur les causes neurologiques des diverses formes d'arriération mentale, d'épilepsie et de maladies neurologiques, sclérose en plaques, etc. En gros, c'est l'idéal pour les médecins-chercheurs. Ils peuvent coupler ce qu'on appelle l'examen clinique avec l'examen anatomo-pathologique. Et si vous êtes en train d'étudier une maladie neurologique, l'examen clinique, c'est vous regardez qu'est-ce qui dysfonctionne dans la personne qui est vivante. L'examen anatomopathologique, ça suppose de découper le cerveau en tranches pour voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Mais quand on coupe le cerveau en tranches, la personne est morte. Donc, mais au lieu d'attendre la mort qui peut prendre des années, là, ils peuvent le faire tout de suite. Donc certains centres de recherche, comme celui d'Heidelberg, font intervenir l'euthanasie en fonction des besoins de la recherche. Parmi ces centres de recherche neurologiques ou psychiatriques qui travaillent sur les matériaux de l'euthanasie, donc l'Institut Kaiser Wilhelm de recherche sur le cerveau, où travaille le fameux Heller Borden, c'est également, je répète que la médecine scientifique allemande est en pointe à l'échelle internationale à l'époque. Pour vous donner le degré de prestige de ce centre de recherche, l'IKW de recherche sur le cerveau, c'est quand Lénine décède,
les soviétiques demandent à l'Allemagne si l'Institut Kaiser-Wilhelm de recherche sur le cerveau peut examiner son cerveau. L'Institut Kaiser-Wilhelm de recherche psychiatrique, donc celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, dirigé par Rudin, la clinique neuropsychiatrique universitaire d'Heidelberg, dirigée par le professeur Schneider, le laboratoire de recherche de l'hôpital Rudolf Virchow, qui existe toujours à Berlin, et le professeur Ostertag. Donc là, voilà, le professeur Ostertag en train de disséquer un enfant à la clinique psychiatrique. Le professeur Schneider, détenteur de la chaire de psychiatrie à l'université d'Heidelberg, qui est également expert T4, la dissection d'un enfant handicapé mental pour l'Institut de neuropsychiatrie de Heidelberg, le professeur Julius Ellerorden, là sur lequel vous allez voir un film. Donc, par exemple, lui dirige la branche, un département d'un institut de recherche. L'ensemble de l'institut de recherche sur le cerveau est dirigé par Hugo Spatz. Et Hugo Spatz, il fait une demande à Max de Krinis, qui est détenteur de la chaire de psychiatrie de Berlin et qui a également, comment ça s'appelle, ceux qui décident, par exemple, est-ce qu'on accorde une subvention pour telle ou telle recherche scientifique, j'ai oublié le mot. Donc il fait une demande pour une subvention de 10 000 Reichsmark, je cite, pour les recherches du directeur de département, le professeur Julius Ellerorden, sur la base organique de la démence congénitale. Entre parenthèses, et c'est moi qui souligne, sur la base d'un grand nombre de cas d'idiotie. Donc, question, d'où viennent ce grand nombre de cas d'idiotie qu'il faut disséquer. Et là, une lettre de remerciement de ce Julius Ellerorden. Très chers collègues, en tout, j'ai reçu 697 cerveaux, dont ceux que j'ai moi-même extraits à Brandenburg. Ceux de Deuzen sont également compris. Une grande partie d'entre eux a déjà été examinée, etc. Donc ça, c'est parmi une coupe du cerveau de patients euthanasiés. Et là, vous avez à gauche Hugo Spatz, qui est donc le directeur de l'Institut Kaiser-Wilhelm de recherche sur le cerveau, et à droite, Julius Ellerorden. Donc, je termine. En conclusion, 4 points. 1, de prendre conscience que le débat sur l'euthanasie ou les suppressions des vies indignes d'être vécues, etc., a démarré avant le nazisme. Et il fait que certains aspects de ce débat se poursuivent aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, ce débat est impacté par ce qui s'est fait sous le nazisme. Donc ça a eu un gros impact sur les débats d'éthique médicale. Et, pas seulement en Allemagne, hein, en France, aux États-Unis, en Angleterre, etc. Deuxième petit point que je voudrais souligner, c'est que le phénomène, en général, en France, quand on sait quelque chose de l'euthanasie sous le nazisme, la seule chose qu'on sait, c'est T4, 70 000 morts. T4, c'est environ un tiers de l'ensemble des opérations d'euthanasie, en nombre de morts, qui sont plutôt de l'ordre de 200 000. Donc c'est juste pour montrer que T4, ça ne s'est pas limité à T4. Il y a eu beaucoup d'autres choses tout autour. Je vous ai présenté une liste d'une dizaine d'opérations. Troisième point, vous en avez eu un petit aperçu. Et vous voyez, c'est pas qui a organisé tout ça, qui a décidé tout ça, c'est une participation massive des médecins. Et bon, là, en l'occurrence, pour ce type d'opération-là, on ne s'intéresse qu'à un aspect là qui est l'euthanasie. Ce sont des médecins, des psychiatres, des médecins des asiles psychiatriques ou pour handicapés, et aussi des universitaires et des chercheurs des centres de recherche les plus prestigieux, dont les fameux Instituts Kaiser-Wilhelm de recherche. Et justement, il y a eu des débats en France et aux États-Unis qui se posaient la question, est-ce qu'il faut débaptiser, je ne sais pas si le film documentaire que je n'ai pas vu en parle, est-ce qu'il faut débaptiser ces maladies-là, vu que les recherches ne reposaient pas sur une base très éthique, on va dire. Donc, par exemple, il y en a certains qui disaient il faut retirer l'honneur d'avoir... En gros, pour un scientifique, c'est un honneur, pour un médecin scientifique, c'est un honneur d'avoir son nom accolé à une maladie.
Et donc, est-ce qu'il faut retirer cet honneur aux médecins qui ont été impliqués dans ce genre d'opération? Donc, par exemple, Halle-Worden-Spatz, la maladie de Halle-Worden-Spatz, Halle-Worden était directement impliqué dans les recherches liées à l'euthanasie. Est-ce qu'on doit débaptiser cette maladie? Ou la maladie de Creutzfeldt-Jakob, parce qu'il se trouve que Hans-Gerhard Creutzfeldt, autre médecin scientifique allemand de l'époque, lui siégeait dans un tribunal de santé héréditaire où on décidait de la stérilisation des gens. On pourrait dire une maladie dont on parle beaucoup aujourd'hui, la maladie d'Alzheimer, qui était également un médecin allemand, heureusement qu'il est mort en 1915, parce que qu'est-ce qui se serait passé s'il avait vécu sous la période nazie? Donc voilà, j'ai terminé, désolé, j'ai un petit peu débordé, et maintenant je vous propose de faire un débat. Donc je ne sais pas si on fait circuler le micro. Merci. Est-ce que certains responsables d'euthanasie ont été condamnés a posteriori? Je ne crois pas. J'essaie de me souvenir s'il y a eu des procès sur l'euthanasie. Bon, pas. Le procès des médecins de Nuremberg, de mémoire, je crois qu'il y avait 23 accusés, dont un médecin. Et est-ce qu'ils. L'euthanasie était un des chefs d'inculpation. Mais donc. S'il y en a qui ont été accusés de ça, c'est une petite poignée. C'est moins de 5 personnes. Or, on vient de voir que ça concernait beaucoup de monde. Ouais. La question serait comment est-ce qu'on bascule de ce qu'on apprend en médecine à ce type de résultat? Parce que c'est quelque chose qui va point par point. Comme ça, on voit bien que c'est une progression. Il y a un point d'impact à un moment donné qui se bascule. Ça me paraît très choquant pour moi. Ah ouais. Psychiquement, je trouve que psychiatriquement, il y a quand même un problème, je trouve. Bah, comme vous dites, c'est une multiplicité de petites choses qui font que les gens vont basculer d'un côté ou de l'autre. Je ne pense pas qu'il y ait un seul élément qui soit lui seul déterminant. Donc, parmi les multiples... Ah, vous voyez, par exemple, si aujourd'hui, l'eugénisme, c'est si vous prenez l'équivalent d'un que sais-je aujourd'hui, on va vous expliquer que c'est pas scientifique, c'est de la pseudo-science. Mais si vous étiez étudiant en médecine en 1932, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, vous aviez des cours d'eugénisme comme vous aviez des cours de n'importe quelle autre discipline médicale. Donc c'était considéré comme faisant partie de la science normale. Et donc dans la pensée eugéniste, vous avez quand même la division de la population en catégories, dont certains qui sont en gros supérieurs, d'autres qui sont inférieurs, certains dont la reproduction est souhaitable, d'autres au contraire qui doivent disparaître, dont la reproduction ne doit pas se faire. Donc ça, par exemple, c'est un élément, c'est une forme de pensée qui est plutôt favorisante par rapport au sujet qu'on a vu aujourd'hui. Il y a d'autres éléments, hein. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais un deuxième élément, c'est un élément sociopolitique. La profession des médecins a été, en termes de ce qu'on appelle dans le marketing les catégories socio-professionnelles, ça a été une des catégories de la population allemande les plus nazifiées. Donc si on prend les 4 principales organisations nazies, qui sont le parti nazi, le Parti national socialiste des travailleurs allemands, la SA, les chemises brunes, la SS, les chemises noires, et la Ligue des médecins nationaux socialistes,
69% des médecins étaient membres de au moins une de ces 4 organisations. Et je n'ai plus les chiffres en tête, mais je me demande s'ils n'étaient pas 17 fois plus représentés dans la SS que par exemple les instituteurs. Donc il y a les médecins et les juristes, c'est 2 des catégories de la population allemande qui se sont le plus ralliés aux nazis. Donc ça c'est un deuxième élément. Bon, on pourrait continuer la liste, mais ça fait partie des choses qui ont favorisé. Et après, ça c'est un sujet que je n'ai pas abordé aujourd'hui, mais pour le passage à l'euthanasie, parce qu'en fait, une des questions qu'on peut se poser, c'est vous avez des psychiatres allemands, eugénistes et nazis qui ont refusé de collaborer à l'euthanasie. Mais en fait, le truc qui a bloqué, c'était la religion. C'est-à-dire, c'est ça qui les empêchait d'aller jusqu'au bout de cette logique. C'est intéressant. Et ça vient de loin, je trouve que ça vient beaucoup plus loin. C'est-à-dire ? C'est pas seulement la guerre de 14, c'est quelque chose qui... enfin, la guerre de 14 avait un impact, mais on sent qu'il y a des racines pour que ce soit comme ça et que ça prenne, que le mouvement prenne comme ça, c'est que les racines sont plus profondes que ça. Dans la forme de pensée, dans la forme de la culture, la manière de... les traditions culturelles, etc., il y a des choses sans doute qui font que, voilà, on réfléchit d'une certaine manière, je sais pas. Ça, c'est pas évident, parce qu'il y a aussi la thèse de l'Allemagne éternelle, qui était prédisposée depuis le début du 19e siècle, Herder et compagnie, et le romantisme à devenir nazi. En fait, moi, dans mon ancien métier, quand j'étais historien des sciences, il se trouve que j'ai fait ma thèse de doctorat sur l'histoire de l'anthropologie allemande. Et donc l'anthropologie, c'est la science de l'homme. La science de l'homme allemande au 19e siècle était beaucoup plus humaniste et libérale, par exemple, que la science de l'homme française ou américaine. Donc en fait, l'Allemagne éternelle, c'était pas le cas. Il y a eu un basculement très fort. Ça c'est ma thèse, entre 1890 et 1914. Est-ce que c'est volontaire si au tout début, là, sur les sources intellectuelles de l'euthanasie pratiquée par l'État nazi, vous ne pas citer Mein Kampf? Alors, je sais pas. Vous avez parlé effectivement des intellectuels. Ouais. Les intellectuels, on le sait, Hitler en 1924 va écrire Mein Kampf, son livre programme. Et il a effectivement des passages qui en fait résument un peu tout le débat intellectuel des années 20. Et de même, personnellement j'avais un peu travaillé là-dessus, je me suis aperçu aussi qu'aux États-Unis, à l'époque, l'eugénisme dans certains milieux était très porté. Il y avait des instituts d'eugénisme. Et le rôle qui a joué en particulier le grand industriel Henry Ford est aussi avéré, qui était devenu après un ami personnel d'Adolf Hitler, puisqu'il lui avait financé une partie de son activité politique et il était accueilli par lui dans son idole. Donc on voit bien, comme vous l'avez dit, qu'il n'y a pas sur le problème de l'eugénisme et de l'euthanasie, il n'y a pas une spécificité ni allemande, ni nazie. La grande différence avec peut-être tous les autres pays anglo-saxons ou européens, c'est, je crois, que effectivement le régime nazi est allé au bout, effectivement, de ce que tous ces gens-là finalement pensaient et les objectifs effectivement que certains ont été satisfaits. Vous avez cité Alexis Carrel, parce qu'effectivement on nous parle d'Alexis Carrel en France. Effectivement, il était très contesté, comme vous le savez. Il n'empêche qu'il a été prix Nobel, qu'il y a encore des rues qui s'appellent Alexis Carrel en France, et qu'il était un ami personnel du maréchal Pétain, et lequel, lorsque Alexis Carrel, qui a fait partie de cet institut
financé par Henry Ford en particulier, et il avait été même, il avait fait quasiment fortune aux États-Unis en amenant sa science à cet institut, rentre en 1939 en France. Et Pétain lui dit, je vais vous aider à créer une fondation. Il crée la fondation, justement, cette fondation qui reprend en grande partie les conclusions de L'homme, c'est inconnu. Et alors là, j'ai une question à vous poser. C'est le lien, justement, entre ce que pensaient et les théories d'Alexis Carrel et ce qui s'est passé dans nos asiles, à nous, psychiatriques, sous Vichy. Puisqu'on sait aujourd'hui qu'on a fait mourir de faim volontairement des milliers d'aliénés. Alors, est-ce qu'il y a, je dirais, historiquement, on peut faire un lien entre ces conceptions d'Alexis Carrel, l'eugénisme nazi, puisque Carrel aussi était pro-nazi, il faut quand même le dire. Il y avait d'ailleurs été amené, vous devez le savoir aussi évidemment, par Charles Lindbergh, l'aviateur célèbre, qui était lui-même pro-nazi, et qui était un ami d'ailleurs d'Adolf Hitler, et qui était aussi en faveur de l'euthanasie. Tous étaient aussi très antisémites, entre parenthèses. C'est Henry Ford, le constructeur automobile, qui a fait traduire les protocoles des sages de Sion aux États-Unis. Voilà, voilà. Donc, je voulais savoir si vous avez des éléments qui relieraient l'influence d'Alexis Carrel et de sa fondation avec ce qui a été pratiqué et qu'on a tué pendant longtemps dans les asiles d'aliénés français sous le régime de Vichy. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas travaillé dessus. Et donc, il y a eu deux recherches principales qui ont été faites. La première, qui était faite par un Français, je crois que s'appelait Max Lafont, un truc comme ça, qui s'appelait l'extermination douce, il me semble. Qui était justement sur la dépopulation des asiles français sous le régime de Vichy. Et après, il y a une chercheuse allemande qui travaillait en France, dont j'ai oublié le nom, là, qui a fait une recherche, semblerait-il que je n'ai pas lu, mais de ce que j'ai entendu, qui est considéré comme maintenant le travail de référence sur le sujet. Sauf s'il y a une troisième personne, je ne sais pas. Maintenant, je suis un petit peu sorti de ça, j'ai changé de métier. Et donc, de ce que j'ai... Donc, je répète que moi-même, je n'ai pas travaillé sur le sujet pour la France. Mais de ce que j'ai entendu, non, Carrel n'aurait pas eu beaucoup d'influence sur ce qui s'est passé dans les hôpitaux français. Oui, disons qu'il n'y a pas eu d'opération T4 comme en Allemagne, vis-à-vis donc des aliénés adultes, mais il n'empêche qu'en France, on a fait mourir de faim pendant 4 années des aliénés dans nos hôpitaux. Je suppose que cette dénutrition volontaire, on l'a pratiquée, je suppose, là aussi, il y a tout un réseau bureaucratique, etc. Les directeurs d'asile devaient recevoir des directives qui elles-mêmes, au ministère sans doute de la Santé de l'époque, sous Vichy. Donc, c'est pas un matin qu'on décidait de ne plus nourrir ses pensionnaires ou ses patients. Donc, c'est pour ça que c'était intéressant, parce que compte tenu du rôle quand même qu'a eu Alexis Carrel pendant cette époque-là, dans le domaine dans ce domaine-là en particulier, ça aurait été intéressant de savoir si sa fondation avait véritablement influencé les hauts fonctionnaires, disons, de Vichy, qui avaient en charge la gestion des asiles psychiatriques. Alors, je répète que je connais très mal la situation française. Donc je ne suis pas la bonne personne pour vous répondre. Et il faut que je retrouve le nom de cette chercheuse allemande qui avait fait un travail considéré comme très sérieux sur le sujet. Moi, ce que j'ai compris, c'est que lors de la Première Guerre mondiale, en Allemagne, il y a eu un peu le même phénomène que ce qu'il y a eu en France sous le régime de Vichy. C'est-à-dire qu'il y a eu une très forte mortalité dans les hospices aussi, parce qu'en gros, ils ont orienté, on va dire, les flux alimentaires vers tel ou tel segment de la population. Par exemple, un soldat va être bien nourri. Et puis les asiles d'aliénés, en gros, entre guillemets, ça sert à rien, donc
ils vont avoir des rations alimentaires fortement baissées. Donc c'est quelque chose qui s'est fait lors de la Première Guerre mondiale, par exemple aussi en Allemagne. Et là, là où il n'y avait aucune connotation d'euthanasie ou de choses comme ça, d'eugénisme, c'était purement... ils font des choix en qui on va nourrir. Donc pour le cas de la France, de ce que j'avais entendu, il n'y avait pas une pensée claire comme dans le cas de l'Allemagne nazie, quoi, qui a présidé aux actions. Mais je vous dis, le mieux, ça serait de voir que je retrouve le nom là, de cette chercheuse qui a fait un travail considéré, quoi, à l'époque où je travaillais, qui était considéré comme un travail très sérieux. D'autres choses? Merci. Merci à vous.